On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Ce soir, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Mais attention, cet épisode va être différent de tous les autres épisodes que vous avez pu entendre dans ce podcast, parce que ce soir, nous célébrons Halloween. Pour honorer cette fête que j'aime tant, plusieurs membres de la Société de Minuit se sont joints à nous. Nous allons avoir l'honneur d'entendre l'histoire de Julie, de Benji et de Rémi, qui nous fait l'honneur d'accueillir le feu de la Société de Minuit chez lui, dans le jardin de sa maison d'enfance, qui est une maison très particulière. Et Rémi, je te laisse te présenter et nous expliquer pourquoi. Alors bonsoir à tous les auditeurs de la Société de Minuit. Pourquoi ici ? Pourquoi ce lieu ? Pour beaucoup de raisons. Tatiana et moi, on se connaît depuis presque 2 décennies maintenant. C'est un endroit qui est un peu particulier. Moi, c'est ma maison d'enfance, comme tu l'as dit. C'est aussi c'est donc la maison où j'ai grandi, mais c'est une maison où chacun a son histoire dedans. Que ça soit moi, les membres de ma famille ou les différentes personnes qu'on peut la fréquenter. La journée, tout va bien, c'est une maison comme toutes les autres, mais le soir, beaucoup de gens ont pu avoir l'occasion de vivre un truc étrange, comme tu l'as souligné. Et c'est ça que je viens partager avec vous ce soir, vous conter les différentes petites choses qui me sont parvenues, les sensations, les souvenirs surtout, les souvenirs que les gens ont eus. Et d'ailleurs, je tiens à dire que moi-même, j'ai vécu un événement étrange dans ta maison, puisque il me semble que c'est quand on était ado, tu avais fait une soirée dans cette maison et on avait fait un cache-cache. Et moi, j'avais eu la bonne idée de me cacher dans la cave de la maison. Et je dois vous dire que j'ai tout de suite arrêté de jouer, puisque je me suis pas du tout senti la bienvenue. Et ça reste un souvenir vraiment marquant. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de pesant dans ta maison. Ce sentiment un peu pesant, comme tu dis, c'est un sentiment que j'ai pas réussi à dompter avec les années. C'est-à-dire que, alors que je connais cette maison comme ma poche, je connais chaque recoin, je m'aventure pas partout dans la maison quand je suis seul la nuit. Les bruits, les sensations, quand on est plongé dans l'obscurité, l'impression de voir des choses qui bougent. N'importe quelle personne qui est venue dormir, ou qui s'est réveillée en pleine nuit et qui a arpenté la maison pour une raison X ou Y, tout le monde a eu cette impression oppressante de il faut revenir le plus vite possible à son lit, comme s'il y avait quelque chose qui rôdait, quelque chose qui nous observait. Et ça, c'est un sentiment que tout le monde m'a partagé. Et est-ce que tu penses, ou est-ce que tu as déjà imaginé des causes, par exemple des choses qui pourraient avoir eu lieu dans cette maison ? Parce que ce que tu nous dis pas, c'est que cette maison, elle a une histoire aussi. Elle a une histoire comme toute maison, car une maison, on la considère souvent acquise, mais au final, on n'est que passager dedans. Elle a eu une vie avant nous, elle aura sûrement une vie après nous. Et cette maison, effectivement, l'emplacement est vieux, très très vieux. Il y a une plaque dans la cheminée, 1666. Effectivement, il y a eu 2 guerres mondiales, on est en Picardie, on est dans les terres du Nord. Et que ça soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, ça a toujours été un endroit où les militaires ont aimé établir des campements, ce genre de choses, et aussi établir des infirmeries. Donc il y a des gens qui ont souffert, des gens qui sont morts dedans. Donc effectivement, nous en arrivant ici, on ne peut pas réellement le savoir, on vit avec, tout simplement. Donc cette maison, j'ai vécu dedans, mais dès mon enfance, quand je suis arrivé ici, effectivement, les bruits, les portes qui claquent, alors oui, ça peut être de la pression, des pressions de l'air, il peut y avoir beaucoup de choses, mais on n'arrive jamais à être indemne de ces petits événements qui arrivent de temps en temps, qui font se questionner.
Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que quelqu'un est là? Je suis un peu taquin, j'aime bien poser la question. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce? Ça t'arrive de le faire? Je le fais régulièrement. Moi, je suis assez sceptique par rapport à ça, mais j'adorerais voir un fantôme. J'adorerais voir, surtout que ma grand-mère a vécu et est morte dans cette maison. Et moi, j'aimerais bien revoir le fantôme de ma grand-mère. Je sais qu'il y en a qui ont eu la chance de le voir. Et moi, j'aimerais bien rentrer en contact avec l'au-delà, je ne demande que ça. Donc effectivement, quand je vois un truc un peu anormal, je pose la question. Même les animaux qui ont une tendance, surtout la chatte grise qui arpente la maison, ça lui arrive de venir piailler, elle gueule. Et puis je la suis. Et puis elle m'emmène dans la maison, puis elle s'arrête dans une pièce. Et je me dis, qu'est-ce que tu veux? T'as faim? Tu veux sortir? Et non, elle me regarde. Elle regarde sur le côté et elle dit rien. Pourquoi m'amener là? Alors moi, souvent, je demande, il y a quelqu'un quelconque entité, quelque chose veut me parler? Je suis tout oui. J'ai pas eu la chance jusqu'ici, mais je le souhaite vraiment d'avoir quelque chose. Et c'est vrai que c'est une maison qui est très propice à ça. Mais être seul dans cette maison, c'est pas facile. C'est pas évident. Tout à l'heure, tu disais que des gens ont vécu des choses et que tu connais. Et d'ailleurs, la personne en question est ici présente. Il s'agit de Benji. Bonjour à la Société de Minuit, bonjour tout le monde autour du feu. En gros, on était là, en fait, comme d'hab, en fait, 3 potes autour du feu. Il y avait Vince, Rémi, moi. Je sortais d'une journée de boulot assez fatigante quand même, quoi. Et puis, je sais plus quelle heure il devait être. Je pense que, allez, peut-être 4h du mat, quelque chose comme ça, je crois. Ou même 3h, j'en sais rien. Et je décide d'aller me coucher, quoi, parce que j'étais complètement crevé. Je me lève pour aller dans la piole. Je marche tranquillement, j'ai installé mon matelas par terre, comme d'hab. Je commence à me coucher ou autre, quoi, et puis j'avais pas fait attention, en fait. Ce qu'il y a, c'est que on était, je crois, en début d'hiver ou autre, quoi, et j'avais oublié de fermer, en fait, la porte de dehors. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, même pas 2 mètres après, t'as la porte de la chambre à Rémi. Et j'ai pas fermé les 2 portes, comme un abruti. Et je commence à me coucher comme ça, tranquille, quoi, et puis je mets juste ma couette sur moi, quoi, et puis encore, c'est même pas une couette, c'est une sorte de petit plaid à la con, quoi. Et je me pose comme ça, tranquillement, puis j'essaie de dormir, et puis au bout d'un moment, en fait, en gros, j'ai tellement froid, je caille comme ça, comme pas possible. Je tremblais, puis d'un seul coup, en fait, je me dis, putain, j'aurais bien fermé la porte ou autre, quoi, et puis la porte se claque comme ça, mais barf, direct, quoi. Et après, c'est le lendemain, quand je me suis réveillé, je suis parti les voir ou autre, quoi, puis je leur ai demandé, ouais, c'est vous qui avez fermé la porte pendant que j'étais parti dormir ou autre, quoi. Et personne m'a dit que c'était lui ou autre, quoi. Ce qui est assez bizarre parce que, en fait, vu que la chambre de Rémi, elle n'a juste que 2 petites fenêtres, en hiver, il les ouvre pratiquement pas, et il n'y a pas de courant d'air qui passe là-dedans, donc c'était assez étrange, en fait, en gros, quoi. Il n'y avait pas d'explication logique, en fait. Non, en fait, ouais, et puis j'ai pas ressenti de courant d'air ou autre, quoi. Je me suis dit, ce moment, putain, j'ai froid, faut que j'aille vraiment fermer la porte quand même, là. Et ça a claqué d'un seul coup. Et pour toi, le fait que t'aies froid, ça avait un rapport avec le temps ou c'était vraiment un froid un peu anormal? Non, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand j'étais gamin. Parfois, en fait, on s'amusait en fait, à aller pioncer dehors ou autre, quoi, comme on pouvait pas squatter chez des potes pour faire la fête ou autre, quoi. Donc on dormait dehors et puis des fois, en fait, quand tu dors en pleine nuit dehors, même si t'as ton duvet ou autre, quoi, t'as des gros frissons de malade. Et c'est dû au froid, en fait. Parce que ça m'est déjà arrivé de dormir en plein hiver dehors et je m'en foutais complètement, quoi. C'était l'aventure. Mais là, j'avoue, ça faisait presque pareil. Et puis, je commençais à être un petit peu endolori, en fait. En gros, enfin, bien tendu, en fait, niveau muscle ou autre, quoi, quand t'es dans le froid, quoi. Et c'est pile poil à ce moment-là où je me suis dit, ouais, faut vraiment que j'aille fermer. Et puis, je bouge ma jambe, j'ai une crampe et tout. Je fais, merde. Et puis, d'un seul coup, gros claquement de porte. Et sur le coup, tu t'es dit, ok, c'est pas normal, c'est un événement paranormal ou... Non, pas forcément, c'est le lendemain quand je leur ai demandé, ouais, c'est vous qui avez claqué la porte et tout ça, quoi. Nous, on a répondu que non, tout simplement, on était autour du feu et la porte s'est claquée. Nous, on a cru que c'était Benjamin, quoi, qui claquait la porte parce qu'il en avait marre ou l'entendre de conneries ou autre, puisqu'on était au coin du feu. Et comme je vis dans l'ancienne chambre de ma grand-mère, les portes qui claquent, c'est devenu normal pour moi, on va dire. Mais c'est vrai qu'on prend souvent comme... C'était ma grand-mère qui disait, ouais, fermez les portes, bande de cons, quoi. Laissez pas ça ouvert ou vous êtes pas foutu de fermer votre porte vous-même, quoi. Donc on l'a assimilé énormément de cette façon-là. Et du coup, est-ce que ça t'est arrivé de vivre d'autres expériences dans cette maison?
Il y a une autre fois, ouais, où on parlait lui et moi, en fait, encore en plein hiver. Mais sauf que là, la porte de dehors était fermée, on n'était pas assez cons pour la laisser ouverte. Et pareil, on était devant son ordi, on discutait de choses et d'autres, on fumait notre clope, on buvait un coup, tranquillement. Et d'un seul coup, sans aucune raison, en fait, sa porte de chambre, en fait, elle était fermée. Puis d'un seul coup, elle s'est ouverte comme ça. Alors qu'il n'y avait pas de courant d'air, quoi que ce soit, en fait. Je me suis dit, ouais, ça vient de nulle part, enfin, je sais pas. C'est vrai que mes frères et sœurs me disent souvent, ils sont persuadés que ma grand-mère arpente encore le sous-sol. Enfin, c'est pas vraiment un sous-sol, c'est du plein pied, mais ça reste très oppressant comme étage. Et ils pensent encore qu'elle arpente et qu'elle fait sa vie, comme elle l'a toujours fait avant, mais avec nous au milieu. Moi, je le prends comme une bonne manifestation, dans le sens où elle est contente. Et comme toute aspiration fantomatique, fermer la porte doucement, ça serait pas rigolo. Faut aussi montrer un petit peu que je suis là, j'existe. Près de Benjamin, comme si elle prenait soin de lui, comme si elle disait ouf, il a froid, je vais lui fermer la porte. C'est rassurant finalement. Les fantômes, on les voit souvent comme des choses qui font peur, qui viennent nous hanter, mais moi, le fantôme de ma grand-mère qui veille sur moi, je trouve ça plutôt sympathique. Donc comme vous l'avez compris, ici on est à Boran-sur-Oise, donc en Picardie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Benji, la dernière fois, je discutais un peu avec toi, du coup, pour préparer l'épisode de tes différentes expériences. Et tu m'as raconté qu'à un moment donné, dans ton ancien travail, il t'était arrivé des choses, que certaines personnes t'avaient parlé de légendes urbaines qui se passaient justement ici. C'est pas trop, en fait, une légende urbaine. Enfin, après, ici, en fait, en Picardie, il y en a un tas. Enfin, c'est pour moi pas de légende urbaine. La forêt de Compiègne, quand tu étais boueur. La forêt de Compiègne, ouais, quand j'étais boueur. Ouais. Ça j'aime bien, c'est très mystique. Lorsque j'avais commencé à travailler là-bas, souvent en fait on allait ramasser des petits pays comme on appelle. C'est des petits villages perdus vraiment en plein milieu de la forêt de Compiègne, quoi, genre Saint-Jean-Bois, Montmoulin ou autre, quoi, qui sont vraiment hyper jolis. Et on est obligé de faire une bonne quand même dizaine de kilomètres ou autre pour y arriver, quoi. Et moi, souvent le matin, en fait, je me disais avec mon collègue, pourquoi on va pas ramasser d'abord ces petits villages-là en haute, quoi. Et vu qu'on commençait à 4h du matin, mon collègue, en fait, le chauffeur, ne voulait pas y aller. Et je lui disais, mais pourquoi et tout ça? Enfin, il disait, non, il y a des trucs, je vais pas y aller, c'est la forêt haute, quoi. Enfin, au départ, je me suis dit, ouais, bon, on est en mode peureux, tout ça on s'en fiche, on est 3, si nous arrive un truc, voilà, au pire, on a le camion, on peut s'enfuir direct, hein, mais par après... Lorsque j'ai vu en fait beaucoup plus tard, après avoir arrêté ce métier-là, des témoignages qui sortaient comme ça en fait de personnes qui avaient vu justement en fait une sorte de créature chelou en fait, assez grande, avec une tête de chien, comme on appellerait aujourd'hui en fait en gros un dogman. Mais c'était pareil des témoignages aussi qui étaient assez précis en fait sur le lieu parce que si vous voulez en fait à Compiègne, l'armistice a été signé là-bas. C'était pas très loin justement en fait de ce domaine-là en gros si tu veux, c'est une sorte de grand mémorial assez balèze et puis t'as même un wagon ou autre, tout le truc a été signé quoi. Et le témoignage justement en fait, on parlait en fait de ça, que c'était une dame qui était partie là-bas avec son petit copain de l'époque et qui avait justement vu en fait en faisant une marche arrière dans un petit chemin, une grosse créature en fait comme ça qui sortait de nulle part quoi. C'est pour ça que mon collègue ne voulait pas y aller. Et même moi en fait j'avais vu un truc une fois aussi pareil. Quand on ramassait en fait justement les poubelles qu'il y avait pas très loin de l'armistice, j'ai vu une grosse trace par terre. Je me suis dit putain le chien il doit être balèze quand même. Mais le truc c'est que voilà quoi, j'ai pas eu réflexe de prendre de photos ou autre chose. Je me suis dit ouais bon le chien il doit être balèze tu vois, enfin voilà. Mais c'était quand même un truc qui faisait à peu près la circonférence de ma main quoi. Mais j'ai pas tilté sur le coup ou autre quoi. C'est bien plus tard en fait quand j'ai entendu des témoignages plus ensuite celui de justement mon chauffeur qui m'avait sorti en fait des petites histoires en fait comme ça, comme quoi il y avait des amis à lui ou autres auxquels il était arrivé en fait des trucs assez étranges. Des histoires de créatures mythiques, on les prend un peu à les rigolades, mais ce qui est vraiment intéressant c'est de voir que ça persiste et que beaucoup de gens la racontent. Moi j'ai le souvenir j'ai jamais traversé la forêt de Compiègne avant ça, d'y aller mais 7-8 ans dans mes vieilles voitures pour aller à une soirée quelconque. Et la forêt de Compiègne, à minuit, en pleine nuit, c'est une grande ligne droite un peu bizarroïde, c'est extrêmement oppressant. On ne s'arrêterait pas pour changer une roue, pour faire ses besoins ou quoi que ce soit. Non, la forêt de Compiègne qu'on la traverse, je comprends pourquoi Benjamin, son chauffeur, n'avait pas envie de s'y arrêter. C'est très oppressant. C'est pas joli comme un film de Tim Burton. Non, c'est oppressant comme quelque chose de très sauvage et on a l'impression que si on s'enfonce dans la pénombre, on n'en sortira pas.
Je trouve ça un peu joli quand même, parce que c'est des arbres immenses ou autres, quoi. Enfin, c'est des arbres, c'est encore sauvage. C'est assez mystique surtout. J'irai pas m'y perdre. J'adore me balader en forêt, mais je n'irai pas me perdre dans la forêt de Compiègne en pleine nuit. Certainement pas. Quand je vous écoute parler, effectivement, ça a l'air terrifiant, mais moi, ça me donne juste une envie, c'est d'y aller. Faire très attention. Oh oui, parce que il y a plein de choses qui vivent dans la pénombre et qui n'aiment pas trop être dérangées. C'est surtout ça, la forêt de Compiègne. On sent qu'il y a des choses dedans et qu'elles veulent rester tranquilles. Aller les déranger, c'est prendre un risque de ne pas y revenir. Si vous nous écoutez et que ça vous intéresse d'aller dans la forêt de Compiègne, un petit conseil, n'y allez pas seul. Soyez prudents parce que, on ne sait jamais. On reviendra à la fin de cet épisode sur justement vos ressentis vis-à-vis du monde du paranormal, du monde invisible, etc. On va chacun pouvoir un peu donner nos avis et un peu notre opinion sur du coup ce qui se passe vraiment dans l'au-delà ou pas. Et si malgré le fait qu'on voit vraiment des choses ou qu'on ait juste des ressentis, ça a un impact sur ensuite comment on vit par exemple une simple balade en forêt la nuit, quoi. Et donc avec nous ce soir, nous avons aussi Julie, qui est picarde également et qui nous a fait le plaisir de venir de très loin. Enfin, de très loin. On va dire 1 heure, 1 heure et demie de voiture pour venir... À peu près 1 heure et demie. Voilà. Et qui m'a fait l'honneur de me rapporter un petit cadeau, qui est une pierre de protection. Alors Julie, je te laisse te présenter et parler un peu de cette pierre. Donc moi, c'est Julie. J'ai un lien aussi assez fort avec le paranormal, puisque ça me suit depuis, je dirais, quasiment toujours. Puisque mes parents aussi baignent là-dedans. Et donc tout à l'heure, ce que je t'ai ramené, c'est une tourmaline. C'est une pierre assez forte pour les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et ça permet de te protéger si besoin. Merci beaucoup. Et ce qui est génial en plus, c'est que Julie, on se connaît pas du tout, vraiment on se rencontre ce soir autour du feu. En fait, tu as connu le podcast il y a un petit moment. Ouais, à peu près un petit mois via Instagram. Je sais même plus comment je suis tombée dessus. Je crois qu'on a tout écouté en une soirée avec mon mari. Et je me suis dit, pourquoi pas un jour raconter aussi mon histoire à moi. Et aujourd'hui, t'es avec nous et c'est génial. Tu vas pouvoir nous raconter ton histoire parce que comme vous allez l'entendre, parfois on a des impressions, on voit des choses, on n'est pas sûr, etc. Mais alors l'histoire de Julie, c'est vraiment différent puisque là, on rentre vraiment dans le concret, j'ai envie de dire. Je te laisse nous raconter ton histoire. Je suis issue d'une famille assez... Je pense qu'on se qualifie tous ensemble de sensibles, puisqu'on a tous vécu vraiment quelque chose. Dans ma famille, j'entends mes parents et moi. Les autres personnes de notre entourage, soit ils nous croient, soit ils sont complètement cartésiens et ils écartent ça. Soit eux aussi seront peut-être amenés à vivre une expérience similaire et du coup changeront de point de vue. Donc je dirais que c'est ma maman qui a commencé à ouvrir le bal des bizarreries, si on peut dire ça comme ça. Petite, donc dans la maison de ses parents, elle parlait toujours d'une petite Mathilde qui venait l'embêter, qui venait lui voler ses affaires. Il n'y avait pas de Mathilde dans la famille. Ils ont laissé ça un peu de côté. Comme elle était petite, pour eux, c'était rien. Et donc, bien plus tard, avec le voisinage, ils ont appris qu'il y avait bien eu autrefois dans leur maison une Mathilde. C'est comme ça que ça a débuté. Donc, mon père est aussi d'origine picarde à la base. Dans les années 70, ses parents sont partis vivre à Reims. Donc, ils sont une famille de 7 enfants, ils sont tous partis à Reims pour trouver du travail là-bas. En 1978, mon grand-père, on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. À l'époque, ça s'est vite dégradé et il est assez vite parti. Il faut savoir que mon grand-père, c'était quelqu'un de très apprécié, de très avenant, de très gentil, de profondément protecteur. Et aussi quelqu'un d'assez renfermé, puisqu'il faut savoir qu'il a été quand même déporté 2 fois pour le travail obligatoire en Allemagne. Donc ça, c'est un épisode dont il ne parlait pas forcément, mais je pense que ça l'a beaucoup marqué. Et donc, 1978, comme je disais, il est vite parti, il est parti chez lui. Il a voulu rester chez lui. Et quand il est parti, mon père n'était pas là. Il faut savoir qu'à cette époque-là, mon père avait seulement 18 ans. Et il l'a très mal vécu de ne pas avoir été présent quand son père est parti. Un soir, donc il continue à vivre sa vie tranquille, il part se coucher, il partageait à l'époque la chambre avec son frère. Donc il s'endort et il va être réveillé. Comme quand il en parle, il dit qu'il est réveillé de façon assez... comme s'il avait été préparé en fait à ça. C'est pas un réveil classique où tu te réveilles, tu sens que tu vas te réveiller et tu te sens apaisé. Et au bout de son lit, il y a son père qui est là, devant lui, mais il n'est pas tout seul. Il y a 2 personnes
plus en retrait. Mon père sait pas du tout qui c'est. Et il va avoir un échange avec lui, mais sans ouvrir la bouche. Ils vont communiquer par la pensée. Donc en fait, il va lui expliquer qu'il faut pas qu'il s'en veuille de ne pas avoir été là, que la vie continue, que c'est ainsi fait. Il y a des choses aussi sûrement qu'il a dû garder pour lui, parce que c'est un dernier échange avec son père. C'était super important pour lui. Surtout, il va lui préciser qu'il faut pas qu'il s'en veuille. Ça, c'est super important. Donc on sait pas pourquoi il est venu lui parler. Est-ce que mon père aurait fait des bêtises ou il y a peut-être quelque chose. Je pense qu'il avait besoin de venir et de communiquer avec lui. Est-ce qu'il t'a déjà décrit la façon dont il l'a vu? À quoi ça ressemblait? Oui, il était en noir et blanc. D'accord. C'était pas en couleur, c'était en noir et blanc. Et il était assez effacé au niveau du buste. Enfin, il se souvient plus de son buste, pas forcément d'avoir vu ses jambes. Et les deux personnes derrière étaient de la même façon, mais plus en retrait. Il l'a interprété de manière à... est-ce que c'est pas pour que mon père vienne pas me raconter ce qui se passe après? Comme des gardiens, tu lui dis ça, tu transmets ton message, mais tu n'en dis pas plus. Il y a beaucoup de personnes qui disent justement qu'on n'est pas censé savoir ce qui se passe dans l'au-delà et que toutes les personnes qui ont essayé de le savoir n'ont jamais eu de réponse ou il y a toujours eu une interférence à ce moment-là. Totalement. Et je pense qu'ils étaient là pour ça, en fait, pour garder ce secret de l'après. Et comment il a réagi à ça, ton père? Sur le coup, comme il l'expliquait, comme il s'est senti préparé, ça s'est bien passé, en fait. Ça lui a pas fait peur? Non, ça lui a pas fait peur du tout. Sur le coup, en fait, il s'est pas posé de questions, il s'est posé des questions bien après, en fait. Il a même aussi essayé de réveiller son frère. Et impossible de le réveiller. Et son père lui a dit non, c'est pour toi que je viens, c'est pas pour lui. Je crois qu'il en a parlé après le lendemain. Forcément, quand tu vis quelque chose comme ça, tu as besoin d'en parler. C'est vrai que ça, c'est pas forcément fréquent d'en parler. C'est vrai que chez moi, ce genre de choses, le paranormal, les esprits, c'est tabou, comme on dit. Mes parents sont créoles et effectivement, le tabou, c'est très présent dans certaines familles. Ce qui n'est pas forcément le cas partout. Chez nous, le tabou, ça en fait partie. Chez les créoles, le tabou est omniprésent et on peut pas parler de certaines choses du paranormal, même si on les voit, même si on y croit. On évite d'en parler, ce qui est pas forcément le cas de ma grand-mère qui, elle, exprimait ça très librement et l'a appris à ses petits-enfants. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se manifeste aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'elle se manifeste régulièrement. J'aimerais bien aussi pouvoir vivre ce genre de choses, parler avec les esprits, pouvoir communiquer avec eux, et même si c'est de la pure superstition, j'aimerais bien que chacun de ces gestes compte pour de vrai. Donc je les fais quand même, en me disant que ça serait intéressant que ça soit pour de vrai. Après, pour revenir sur ça, je viens d'une famille plutôt athée, plutôt agnostique. On va plutôt croire en certaines choses. Il faut savoir aussi que la mère de mon grand-père, justement, qui est décédée, était un peu considérée comme sorcière, si on peut parler comme ça à l'époque. C'était quelqu'un qui tirait les cartes et qui apparemment jetait des sorts. Et elle était assez respectée dans le village d'où on vient. En plus, elle avait un beau prénom qui inspire la paix, elle s'appelait Colombe. Donc c'était peut-être plus une sorcière gentille, je pense. Pour revenir sur mon grand-père, donc il en a parlé, ils sont quand même 7 dans la famille, donc sur 7 enfants, ils sont tous complètement différents, il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Je sais que ma tante, à l'époque, en 78, a quand même essayé de trouver des choses sur le sujet. Elle n'en a pas trouvé beaucoup, puisqu'on n'en parlait pas forcément à cette époque-là, mais elle a quand même réussi à lire quelques témoignages semblables à ce que mon père avait raconté, qui se sont déroulés plus ou moins de la même façon. Bien des années après, c'est ma maman qui a vécu plus ou moins une expérience similaire. Donc là, on se situe plutôt en 2002. Sa mère donc part d'urgence à l'hôpital. Je sais plus ce qui lui est arrivé. En tout cas, on lui a diagnostiqué ensuite une sorte de cancer généralisé. On a dû la placer en gériatrie pour avoir des soins palliatifs, justement puisqu'on savait qu'elle ne s'en sortirait pas. À partir de ce moment-là, ma mère a complètement refusé d'aller la voir parce qu'elle voulait pas voir sa mère diminuer. Sachant qu'en plus, c'était vraiment une femme fort caractère, très dynamique. Donc elle refusait de garder cette image de sa mère. Donc quand elle a été placée, elle n'a jamais vu sa chambre. Un soir, elle est réveillée de la même façon que mon père, plus ou moins, et elle voit sur le fond de la chambre un mur, je crois que le mur était rose dans ce qu'elle m'a dit, avec ma grand-mère en chemise de nuit, qui lui sourit et qui lui fait un signe au revoir de la main. Et le lendemain, le téléphone a sonné pour nous annoncer le décès de ma grand-mère. Elle en a parlé à ses sœurs, lui expliqué la chambre et tout, et elles lui ont bien dit oui, effectivement, le mur de sa chambre était de telle couleur et elle avait cette chemise de nuit. Pourtant, elle ne l'a pas vue du tout. Elle savait qu'elle viendrait pas la voir, donc elle lui a dit au revoir à sa façon. Alors après, je pense que tu peux te mettre plein d'explications. Est-ce que son cerveau sentant que ma grand-mère était en train de dépérir, est-ce que ton cerveau te fait pas halluciner comme ça? Et là, aller voir une chambre, une pièce qu'elle n'a jamais vue et une chemise de nuit, ça rajoute du doute.
Donc moi, après, de mon côté, je pense que j'ai hérité de cette sensibilité. Il faut savoir aussi que mes parents ont une maison aussi assez ancienne, elle date de 1830. C'est une maison qui a servi d'abri anti-aérien pendant la guerre. Donc tout le village venait ici pour se protéger. Donc c'est une maison dans laquelle en fait tu te sens bien. Je pense qu'elle a gardé cette mémoire de protection qu'il y avait dedans. Et dans une pièce en particulier, donc c'est une cave picarde. Je sais pas si vous connaissez. C'était une cave en fait juste de la terre battue. Et cette pièce-là, ils en ont fait un grand salon. Il fait toujours froid dans cette pièce. Et quand on s'endort dans cette pièce, on sent que quelqu'un vient nous bousculer pour nous réveiller. D'accord. Mais on les attire. Et t'as déjà dormi dans cette pièce ? J'ai jamais dormi dans cette pièce, moi. Mais ça arrive, mon père, qui fasse une sieste dans cette pièce-là, tout de suite, il y a quelqu'un qui va venir le secouer en mode réveille-toi, tu dois pas être ici. Pourtant, alors c'est une pièce, même mon mari aime pas trop y aller. Quand on est chez mes parents, c'est vrai qu'elle est assez impressionnante, elle est grande, elle est froide, elle est même un peu humide par rapport au reste de la maison. C'est pas je pense pas que ce soit une entité mauvaise, mais peut-être plutôt taquin. Oui, parce que finalement, on se sent bien dans la maison. C'est ça, on se sent bien dans la maison. On sent qu'il est là, mais uniquement dans cette pièce-là. D'accord. Oui, c'est pas comme dans la maison de Rémi où vraiment on se sent pas très bien. Non, c'est un peu oppressant chez moi, il faut avouer. Même avant que ma grand-mère décède, il y avait toujours ces petites choses. Beaucoup de gens ont vécu dans cette maison. En fait, c'est ça, c'est le côté vieille bâtisse qui a servi d'hôpital où des gens sont possiblement morts ou ont souffert, etc. Je pense que les lieux, les événements, les lieux gardent une mémoire de ce qui a pu se passer entre leurs murs. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez Patricia Daré. C'est une auteure assez intéressante à lire. Si vous vous intéressez au paranormal, sincèrement, je vous la conseille. Et elle disait qu'une maison, elle va te choisir. J'avais un ami qui habitait donc dans l'Aisne, vraiment une partie reculée de la Picardie. Son père y avait emménagé avec sa compagne à l'époque. Et c'est vrai qu'il m'avait fait dormir dans une piole quand j'étais là-bas. Il me l'avait dit que plus tard, pour pas faire peur, que c'était une piole un peu hantée. Dans le sens, c'est normal si t'es pas tranquille dedans. Il disait, en tout cas la compagne de son père disait souvent, ouais, il faut qu'on s'accoutume aux gens d'avant qui habitaient là. Il sentait bien qu'ils n'étaient pas tout à fait les bienvenus, mais qu'ils voulaient pas les rejeter non plus. Donc ça, c'est un truc que j'entends souvent dans les vieilles bâtisses, des gens qui disent il faut que on arrive à s'acoquiner avec les anciens habitants de la maison. Se faire accepter. Se faire accepter, oui, voilà. Se faire accepter par les anciens de la maison. Et c'est vrai que j'entends souvent le côté de il faut absolument laisser le portrait de la personne qui habitait dans la maison avant, il faut pas l'enlever parce que cet esprit veut qu'on se souvienne de lui. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la mort. On meurt 2 fois. Hein. On meurt de son corps réel et on meurt quand tout le monde nous a oubliés. Donc il y a cette croyance très ancrée dans les vieilles bâtisses de les anciens occupants veulent absolument qu'on se souvienne d'eux. Et donc du coup, ils feraient tout et n'importe quoi pour montrer qu'ils sont là et qu'ils ont existé. Donc moi, après avoir évoqué mes parents, il y a moi aussi qui ai vécu des choses particulières. Moi, par contre, c'est plutôt dans mes rêves. Alors j'appelle ça plutôt des songes. Parce que c'est pas comme un rêve. T'as l'impression que tu dors, mais tu sais que tu dors. Et tu sais que... Enfin, tu vis pas les choses pareilles. C'est un rêve lucide. Ouais, voilà, ça serait ce mot-là, rêve lucide. Donc pour en venir à mon grand-père, que je l'ai pas connu puisqu'il est décédé en 78 et moi je suis née en 92, il est venu se présenter à moi, donc dans mes rêves. Je devais avoir à peu près 6-7 ans et je me souviens que donc dans ce rêve, je sortais de mon lit. Je traversais une pièce qui servait de salon à l'époque parce que la maison n'était pas terminée. Et il y avait un grand buffet que ma mère a et il y avait plein de photos de mon grand-père dessus. Donc des photos que j'ai vues de lui. Et il y avait un monsieur devant qui m'attendait. Très maigre, les cheveux plutôt assez longs, pas tout à fait gris mais poivre et sel, qui s'est présenté à moi en me disant qu'il était mon grand-père. Et ce rêve-là, j'en ai parlé à mon père et il m'a expliqué que son père, à la fin de sa vie, avec le traitement, tout ça assez lourd, il était très diminué, très maigre et il avait les cheveux, on ne le coiffait plus pour pas l'embêter, donc il avait les cheveux très longs. Et ça, il n'y a pas de photo de lui ou diminué, en fait, il y a toujours cette photo de cet homme avec ses bonnes joues, bon vivant. Ça, c'était, je dirais, mon premier pied dans le paranormal que j'ai pu vivre. En 2019, plus récemment, j'ai la maman de ma mère qui est venue me voir aussi parce que j'ai récupéré une travailleuse. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une boîte de couture avec plusieurs étages quand on l'ouvre. Donc j'ai récupéré ça qui lui appartenait et dedans, j'ai retrouvé 2 perles qui appartenaient à son collier. Et le soir même, elle est venue me voir.
Et je l'ai vue, je crois que en m'en souvenant, elle n'était pas debout, parce qu'en plus ma grand-mère était en fauteuil roulant. Donc là, j'ai vraiment vu que le haut de son corps, et elle m'a souri, et elle a tendu la main vers moi comme si elle me passait un relais ou quelque chose comme ça. Et ces fameuses perles que j'ai retrouvées, je les portais sur moi quand je me suis mariée. C'était assez symbolique pour moi de les avoir avec moi. J'ai plein de petits signes après comme ça au quotidien. Je retrouve souvent des petites plumes blanches. Est-ce que tu connais leur signification? Je sais pour en avoir parlé à d'autres personnes que c'est un symbole de paix et de protection, enfin qu'on veille sur toi. Donc j'en retrouve beaucoup. La dernière fois, je me lève, j'ouvre le volet, il y a plein de plumes blanches dans mon terrain. C'est peut-être des plumes de colombe? C'est ce que je pense. C'est la version que j'ai. Colombe qui vient sûrement me laisser des petits messages. En tout cas, moi, j'ai pensé à ça tout de suite, du coup. J'ai mis du temps, moi, à le réaliser, par contre. C'est intéressant, je me permets d'intervenir. C'est que je vois que tu as beaucoup de signes de magie blanche, si je peux me permettre. Wicca, machin, je ne sais pas trop comment ça se passe. T'as pas eu d'inverse? Des signes moins agréables, on va dire? Moins... que ça veut dire que t'as eu beaucoup donc, de la protection. De la bienveillance. Parce que c'est vrai que moi, je connais un petit peu cet inverse. Et c'est surtout celui-là dont j'entends parler et que j'ai vu. Parce que je sais que ça va dans les deux sens, ce genre de choses. Mais c'est ça qui est génial, je trouve. C'est qu'à force de rencontrer des gens qui ont vécu des choses de ce type, finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont très bienveillantes et très positives. Et que du coup, on se fait un peu... une fausse idée de ce que peut être le paranormal ou voilà les apparitions. On a beaucoup peur, en fait, je pense que c'est à cause des films, hein, ça c'est sûr, mais j'ai eu quand même beaucoup de gens qui m'ont parlé de leurs expériences bienveillantes et même du fait que ça les a rassurés, apaisés et que, en fait, du coup, voilà pourquoi finalement ça fait pas si peur que ça. Et qu'il faut, je pense, ne pas en avoir peur. Pour le moment, comme tu dis, j'ai eu que des signes que j'ai interprétés comme positifs. Ce qui m'a toujours un peu interpellé par rapport à ce que j'ai connu dans les croyances et par rapport à ce que je vois dans les films. Dans les films, c'est une grande entité malveillante qui manipule un peu tout, etc. Alors que moi, de ce que ma grand-mère m'avait appris, on est acteur de ce genre de choses. On est acteur dans la bienveillance, comme toi et ta famille pu l'avoir. Je sais qu'on peut être acteur de la malveillance. Ça dépend de nos actes, je pense. Ça dépend de nos actes et de la volonté qu'on y met dedans, en fait. Ouais. Et j'allais juste rebondir sur ce que tu as dit, que du coup, moi, j'ai que des trucs bons, entre guillemets, mais j'ai d'autres histoires, d'autres personnes. Alors, je les raconterai pas parce que c'est pas mon histoire, mais c'est pas toujours sympa. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui voulait avoir des réponses à quelque chose et qui a fait du spiritisme. Je sais que certaines personnes qui m'en ont déjà parlé ou qui l'ont déjà fait t'appellent quelqu'un, mais c'est peut-être pas cette personne-là qui vient aussi. J'ai entendu parler de ça, ouais. Et on n'a pas conscience aussi de ce qu'on va forcément avoir en réponse. C'est pas un annuaire téléphonique en gros. Voilà, c'est ça. Tu peux te tromper de numéro. Avec mon mari, on est parti visiter une chapelle. C'est une chapelle assez... déjà, quand on la voit de l'extérieur, elle est assez étouffante. Quand on rentre à l'intérieur, c'est encore plus étouffant. Donc moi j'aime bien aller prendre en photo des chapelles, des cimetières. Je suis bizarre de naissance, je crois. Mon mari dit souvent que je suis fascinante mais effrayante. Je crois que ça veut tout dire. Moi je trouve que c'est plutôt un compliment. Donc du coup on va dans cette chapelle que je voulais absolument voir. Je prends plein de photos. Et à l'intérieur il y avait une dame en train de prier avec un voile sur le visage, un voile noir en dentelle. Quelque chose que t'as pas l'habitude de voir en plus, c'est pas très courant. Donc de un, on n'a pas la même version de ce qui s'est passé dans cette chapelle. Pourtant, on n'était que deux. Pour moi, cette dame, quand je l'ai vue, son voile était donc sur le haut de son front et elle n'arrêtait pas, quand je suis rentrée, de me fixer. Elle m'a fixée tout le long où je me suis promenée dans la chapelle, où j'ai pris des photos. Elle n'arrêtait pas, elle me lâchait pas. Pour mon mari, on ne voyait pas son visage parce que le voile le recouvrait et elle était en train de fixer son chapelet et de prier. Donc déjà, on n'a pas la même version sur ça. On prend les photos, on reprend la route. Le soir, on se pose, on regarde les photos. Et... le banc sur lequel elle était, elle n'est pas dessus sur la photo. Elle n'est pas là. Donc première chose, elle peut être hors champ. Mais je lui dis c'est pas possible. Je me souviens, elle était sur ce banc-là, précisément, j'en suis sûre. Elle est obligée d'être sur les photos. Donc on a regardé toutes les photos, on a compté le nombre de rangs de bancs, on a même été sur internet voir des photos de la chapelle pour être sûr et recompter. Et elle aurait bien dû être sur cette photo. Mais elle n'y est pas. Ça s'arrête là, pour le moment.
Tu nous as ramené les photos. Je crois que mon mari les a encore dans le téléphone. Peut-être que vous aurez l'occasion de les voir, si tu m'autorises à les diffuser. Pas de souci. En tout cas, merci de nous avoir raconté ton histoire. Du coup, comme à la fin de chaque épisode, je voudrais te poser la question. Toi, quel est ton ressenti par rapport au monde du paranormal et au monde invisible ? Et ensuite, Rémi et Benji, je veux bien que vous me donniez aussi vos ressentis aussi quand Julie aura parlé du sien. Moi, je pense que j'ai envie d'y croire. Et je dirais que j'y crois. Par rapport à toutes ces petites choses, j'ai énormément lu aussi sur le sujet. J'ai une bibliothèque bien remplie de livres sur ce sujet, sur les phénomènes de hantise, sur les lieux réputés hantés, sur la vie après la mort, les gens qui ont eu des contacts justement après. Donc clairement, pour moi, il n'y a pas de doute et il y a bien quelque chose. Et je pense même que c'est un côté rassurant de se dire que une fois que t'es parti, ton âme, si on peut appeler ça comme ça, elle est encore plus ou moins présente. Pour avoir discuté avec quelqu'un qui travaille dans la psychologie, un homme, un humain est conscient à seulement 10%. Donc où sont les 90% restants ? Au départ, j'y croyais pas quand j'étais gamin, mais après, au fur et à mesure en fait, de grandir, en gros, plus ça va, et plus je me dis, en fait, oui, avec toutes les saloperies qu'il arrive dans le monde ou autre, quoi, ce serait vraiment assez énorme que beaucoup plus de gens y croient réellement, en fait. Et ça en calmerait aussi certains, je pense. Pour moi, dans ma tête, je fais ça va arriver, ça arrive, tant pis. Ça ne m'effraie pas, et même encore si quelque chose m'arrivait d'effrayant ou autre, quoi, voilà, tant pis, c'est arrivé, quoi. T'es sur Terre, tu fais que passer. Autrefois, non, c'est pas que je me moquais ou autre, mais je me disais, oui, bon, t'as tes croyances, c'est ça, tu vois. Au fur et à mesure, en grandissant ou autre, quoi, même avec un tas de choses, en fait, depuis peut-être une dizaine d'années, quoi, en fait. Il m'arrivait des trucs chelous avec ma sœur aussi, en fait, parce qu'on habitait avant dans l'ancienne maison où on était, quoi. Et puis même aussi des petits phénomènes par-ci par-là, en fait, même quand j'étais seul, quoi. Et puis après, je me dis, au départ, tu relatives vite fait, mais après, au bout d'un moment, tu fais non. Moi, comme je te l'ai dit plus tôt, je suis extrêmement sceptique. Je ne crois que ce que je vois, que ce que je peux mesurer, c'est mon côté un peu scientifique, on va dire. Mais je ne rêve qu'une une chose, moi, c'est de les voir, ces esprits, ces fantômes. Cet épisode spécial Halloween est maintenant terminé. Merci à mes invités, Julie, Rémi et Benji, d'avoir été là ce soir et d'avoir partagé vos histoires. Sachez que vous faites maintenant tous partie de la Société de Minuit. Merci à tous les auditeurs pour votre soutien et votre fidélité. Et je voudrais remercier aussi particulièrement toutes les personnes qui m'ont aidé ce soir. Jérémy, qui est le compositeur de la musique du générique et qui s'est occupé ce soir de la vidéo et de la lumière. Dimitri pour l'enregistrement et le mix. Déby qui a pris les photos. Rémi et ses parents pour nous avoir permis de tourner dans cet endroit incroyable. Martin et Julia pour leur aide précieuse. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, venez nous les raconter dans ce podcast et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Joyeux Halloween!